1974, 2014, 2020. Voilà 3 dates qui, j'imagine, vont rappeler des souvenirs à certains d'entre nous. 2014, c'est la fin du plan calcul. Enfin, je n'étais pas encore né, mais en lisant quelques livres, on se renseigne. 1974, fin du plan calcul. 2014, fin du projet Quaero. Et 2020, fin du projet CloudWatt. J'ai choisi ces 3 dates pour une raison, c'est parce qu'elles symbolisent en elles-mêmes le glas, enfin presque à chaque fois, la fin en partie des velléités françaises et européennes en matière de souveraineté. Bonjour à toutes et à tous, je suis Thomas Paquebé et je suis très heureux d'être avec vous pour cette 11e édition des UECC, à l'occasion de laquelle nous allons parler, vous le savez, quasiment chaque année, de souveraineté et d'autonomie numérique. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier a redonné une impulsion à un sujet qui était déjà en Europe, particulièrement en France, dans l'ère du temps, notamment en raison de l'utilisation par la Maison-Blanche de l'IT, du numérique, comme d'un outil de rétorsion, pas souvent, mais de plus en plus, ou au moins comme un moyen de tordre le bras aux Européens qui sont malheureusement tiraillés entre plusieurs directions. D'abord, tiraillés par rapport à des impératifs marché. Les offres sont là, les entreprises les utilisent. Ensuite, l'Europe est devenue, au cours de ces dernières années, une force de régulation. C'est bien sûr cette volonté de réguler un marché, le marché numérique, qui anime plus que jamais l'Europe. Et bien sûr, il y a la nécessaire indépendance qui se dessine au fur et à mesure des discussions entre les Européens et les Américains. Ces questions et cette question de souveraineté et d'autonomie numérique, nous allons les aborder aujourd'hui, tout au long de cette journée, avec des intervenants dont les réflexions, j'en suis sûr, viendront nourrir vos propres réflexions sur vos travaux quotidiens. Pour ouvrir cette réflexion, j'invite Jean-Noël de Galzin, président d'Exatrust et fondateur d'OALIX, à monter sur scène. Bonjour à tous. Alors, merci d'être présents. Cette année, on a le soleil pour bien démarrer la séance, la journée. Et par contre, comme vous le savez, nous n'avons plus de ministre. Alors, écoutez, les années se suivent et se ressemblent, puisque l'année dernière, à la même époque, c'était exactement pareil. Et je me souviens que Marina Ferrari était assise là, au premier rang, mais qu'elle n'était plus ministre. Voilà. Donc, je pense que ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de donner un certain nombre de recommandations pour la nouvelle personne qui va venir, qui va arriver. Un peu plus au centre. Voilà. Je vais me mettre là. Cette année, j'ai pris un papier. Je voulais d'abord, en premier lieu, remercier l'équipe d'Exatrust. Donc on a une nouvelle collaboratrice qui arrive, Valérie, et je voulais saluer Dorothée de Cropp, la déléguée générale d'Exatrust, pour son dynamisme et pour être encore présente à l'organisation. Toute l'équipe. Je voulais saluer les nouveaux élus du bureau du conseil d'administration d'Exatrust et je voulais les rassurer sur le fait que aujourd'hui la souveraineté, eh bien, c'est un engagement, mais c'est aussi de plus en plus une réalité. Et en tous les cas, nous sommes de plus en plus nombreux à être présents tous ensemble pour faire avancer ces questions de souveraineté. Alors, une seconde, j'ai perdu mon papier, donc ça commence bien. Voilà. Donc, il y a une quinzaine d'années, on n'était pas très nombreux. Contrairement à ce que tu as dit, finalement, on n'était pas très nombreux à porter ce sujet, ce discours. Et puis, aujourd'hui, on peut dire que la France a quand même, ou avait,
un ministère sur la souveraineté. On peut dire aussi que la souveraineté numérique, c'est un discours qui a été repris au plus haut niveau de l'État, à tous les niveaux. C'est aussi ce qui nous réunit. C'est-à-dire qu'on sait qu'il se passe quelque chose autour de la souveraineté. Alors après, il se passe quoi? C'est toute la question qu'on va se poser. Et donc, c'est ce qui nous réunit tous aujourd'hui. Et donc, je voudrais d'abord vous remercier, vous, d'être présents en cette 11e université d'été du cyber et du cloud. Alors, notre raison d'être, c'est d'incarner un renouveau numérique. Je vais revenir dessus. Mais il y aura cette question pour le futur gouvernement. Comment faire? C'est la réflexion que nous avons eue avec Dorothée en préparant cette intervention. C'est de se dire, avec tous ces rendez-vous, avec tous ces travaux, avec tous ces discours, qu'y a-t-il de tangible? Qu'est-ce qui est concret dans tout ça? Et donc, comment allons-nous faire pour concrétiser la souveraineté numérique? Notre désir de souveraineté. Alors, d'abord, le premier fait, en cette rentrée, on note, eh bien, les cyberattaques explosent à nouveau. Elles sont de plus en plus importantes. De plus en plus de données sont concernées. Elles sont spectaculaires dans un certain nombre de secteurs, dans le retail, dans des secteurs plus sensibles. Il y en a d'autres dont on ne parle pas. Alors évidemment, elles sont en partie liées au fait que maintenant on doit parler, on doit signifier systématiquement les attaques, mais c'est une réalité. Et ceux qui ne sont pas protégés aujourd'hui sont les victimes des cyberattaques que nous vivons. Donc il ne faut pas baisser la garde. Petit fait, un précédent, j'ai envie de dire, en Australie, une compagnie aérienne, Qantas, le board, le conseil d'administration de Qantas a pris la décision de pénaliser sa directrice générale et de lui enlever 278 000 € de sa rémunération variable, qui est encore confortable, je vous rassure. Mais c'est quand même un fait intéressant. C'est nouveau. Et nous l'avons toujours dit, la cyber, c'est un enjeu de direction générale. C'est bien que les boards aient ça à l'esprit. Alors face à nous, il y a des défis gigantesques. D'abord, le défi de la résilience. La directive Nice 2, DORA, tout le paquet résilience. Le défi de la guerre, le défi du réarmement, la préparation de la guerre cyber, de la cyberguerre. Le défi des données, le défi des infrastructures numériques, l'entraînement des IA qui va amener toujours plus de puissance aux attaquants et qui va nous conférer des armes supplémentaires. Tous ces défis sont ceux qui permettent à nos entreprises, à notre filière, de passer à l'échelle. Notre industrie, elle se développe, elle s'organise en filière. Toute une nouvelle génération de champions technologiques portés par des intégrateurs français, européens, mondiaux, se développent, émergent, s'organisent dans la cybersécurité, dans le cloud, dans la technologie, en France, en Europe. C'est ce qui anime les membres d'Exatrust depuis le départ. Les entrepreneurs, en France, les entrepreneurs de plus en plus européens, avec une volonté de changer le monde et de créer ce qu'on appelle la troisième voie numérique. Une voie numérique européenne qui est respectueuse des données personnelles, qui protège les données non personnelles, qui croit en la liberté d'expression et qui travaille sur un numérique plus résilient. Et donc le défi des utilisateurs, ce n'est pas seulement de construire la résilience. Le défi des utilisateurs, ça va être d'élever le niveau de résilience et de le maintenir dans le temps, dans le contexte actuel. Et pour faire ça, pour réussir ce défi sur le long terme, nous devons travailler ensemble, de manière collaborative, et construire, s'appuyer sur des solutions et des services numériques de proximité. Patrick Pouyanné le soulignait au forum InCyber en avril dernier. Il y a besoin de faire émerger des champions européens dans le numérique, avec une union européenne du numérique et un régulateur pour les 27 pays. La question aujourd'hui n'est donc pas de savoir
pourquoi nous faisons tout ça. Mais comment nous allons le faire? C'est la question du comment faire un numérique plus résilient à court terme et sur le plus soutenable et responsable à long terme. En 2025, je vais revenir sur ce chiffre. Le constat du SIGREF et de son étude Asterès est pourtant assez édifiant et sans appel, particulièrement pour la souveraineté numérique, pour notre désir de souveraineté. Aujourd'hui, nous achetons en Europe 83% de nos produits et services numériques hors Europe. Ce modèle économique nous conduit depuis des années à l'hyperdépendance. Il est économiquement mortifère. La question, c'est donc comment faire émerger notre troisième voie numérique dans ce contexte? Comment sortir d'une forme d'otanisation pour aller vers l'autonomie numérique? Notre raison d'être aujourd'hui, c'est bien un renouveau, l'émergence d'un renouveau numérique. Alors, ce bouclier numérique, ce renouveau numérique, il va s'appuyer sur des idées très très simples. Je propose une mesure très simple, une façon très simple de l'appliquer, de nous appliquer ce principe à nous-mêmes. Il s'agit pour nous tous de changer notre vision et notre mode de consommation des produits et services numériques. C'est con, hein, mais on peut le faire. C'est atteignable. Si nous réorientons une part substantielle de nos investissements chaque jour dans les produits et dans les solutions numériques vers des solutions européennes, à chaque fois que c'est possible, et si nous sommes capables de maintenir cet effort dans le temps, il suffirait de changer 15% du volume de notre consommation numérique pour générer 700 milliards d'euros de marché pour la technologie française et européenne dans les 10 années qui viennent. C'est considérable. Et c'est ce qui permettrait à nos entreprises de passer à l'échelle et de créer ces fameux champions dont parle M. Pouyanné. Fait notable, ça ne coûte rien. C'est comme quand j'achète du pain. Alors je peux aller acheter du pain dans un supermarché. Voilà, j'ai plein de produits, donc je vais acheter un pain qui n'a pas d'odeur, pas de saveur. On ne sait pas comment il a été fait, qui l'a fait. Mais on va acheter un pain, vite fait, et ensuite on va acheter tout un tas de choses, dont certaines nous en avons besoin, d'autres nous n'en avons pas besoin. Nous aurons toujours besoin de pain. Nous pouvons aussi acheter une baguette dans un réseau de franchises, de marques, ou dans une boulangerie de proximité. Et là, nous avons un bon pain, avec une recette connue mondialement, la fameuse baguette. Hein. Parler de baguette en France... Oui, on peut encore parler de baguette en France. C'est un savoir-faire, c'est une expertise et nous aurons toujours besoin de pain. Donc nous avons ce même pouvoir dans le choix de nos prestataires et de nos fournisseurs numériques. Nous avons ce choix. Chaque euro que nous dépensons, c'est comme un vote. On peut choisir à qui on le donne. On a le pouvoir de décider pour qui on vote. Où va notre investissement? À qui nous le donnons? Chacun peut investir selon ses besoins. Chacun peut investir selon ses propres valeurs. Le renouveau numérique, c'est ça. Alors, choisissons bien, choisissez bien, et passons du discours aux actes. Bien sûr, on va vous dire, les solutions collaboratives, en France, en Europe, c'est pas au niveau. C'est loin de Microsoft et c'est porté par des entreprises anecdotiques. On reviendra dessus, avec Alain Garnier notamment. La cybersécurité, on vous dira, bon, c'est un sujet, mais en même temps, c'est pas un sujet. Surtout, ça n'a pas de sens économiquement. Ça coûte. Puis les cyberattaques, c'est pas pour moi. On vous dira, bah, le quantum computing, c'est demain? Non, c'est même après-demain. On verra plus tard. Et puis, on va vous dire aussi, l'IA, le cloud, c'est perdu. On n'est pas au niveau. On n'a pas d'offre. Tous ces discours permettent à ceux
qui doivent prendre des décisions et qui refusent l'obstacle, de ne pas prendre une responsabilité. Jean-Noël, il vous reste 1 minute. Jensen Huang, non, j'ai presque fini. Jensen Huang, récemment à l'Élysée, il y a quelques mois, le fondateur d'NVIDIA, nous disait « Nous avons tout en France. Nous avons le talent, nous avons les technologies. » Il disait « Nous ne sommes pas les meilleurs en logiciel parce que nous sommes trop perfectionnistes. Mettez vos logiciels sur le marché. Mais vous avez tout. » Il disait « Le logiciel, c'est la clé. » Donc j'en appelle à tous ceux qui achètent. Faisons le European Buy Act. Faisons-le au jour le jour, à chaque fois que nous achetons. J'en appelle aux DSI, les RSSI, les patrons des achats, les responsables métiers, ceux qui fabriquent des applications. Choisissez vos achats. La French Tech n'y suffira pas. C'est toute la filière qui est concernée. Toutes les entreprises. Je remercie dans la santé, dans les collectivités. Je remercie dans les ministères, tous ceux qui nous font confiance, dans les PME. Mais aujourd'hui, nous devons massifier ce mouvement-là. Nous ne devons pas attendre de modifier le code des marchés publics. Simon Husa le sénateur a remis un rapport sur la commande publique où il dit de faire de la souveraineté, de faire de la commande publique un instrument pour la souveraineté, pour notre souveraineté numérique. Nous ne disons pas autre chose que ça. Donc, en cette année, on va en parler. Il y a des appels d'offres importants. J'en parlais aussi avec d'autres personnes. Ces appels d'offres, ils montrent qu'il y a une volonté d'avancer, de ceux qui achètent comme de ceux qui créent. Il faut que nous travaillions ensemble et que nous nous fassions confiance ensemble, que nous fassions des grandes réalisations qui en amèneront d'autres et qui en amèneront d'autres. Et c'est comme ça que nous créerons cette troisième voie numérique et que nous ferons émerger des champions numériques. Alors faire l'histoire ou la subir, moi j'ai envie de vous dire, faire le renouveau numérique, cap ou pas cap. Merci beaucoup. Jean-Noël, installez-vous sur le fauteuil bleu qui est juste là, vous restez avec nous. Et on va parler avec nos prochains invités. Voilà, le bleu, s'il vous plaît. Voilà, mettez-vous sur le bleu. On va parler avec nos prochains invités de commande publique, justement, parce que vous l'avez abordé. Et j'invite Alain Garnier, CEO de Gemspot, à monter sur scène. Et j'invite également Philippe Latombe, député de Vendée, à monter sur scène. On peut les applaudir. Allez-y, messieurs, installez-vous. Donc, Alain, mettez-vous ici. Et Philippe, juste entre les deux. Voilà, prenez chacun un micro. Encore une fois, bonjour messieurs. Alors, on a parlé, Jean-Noël a parlé de commande publique. On sait qu'aujourd'hui, pour une partie de l'industrie et de l'écosystème français, c'est en partie le nerf de la guerre. Il s'est passé pas mal de choses au niveau de la DUNUM ces dernières semaines. Philippe, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Ah, vous rentrez directement dans le sujet. Bon, très bien. On a 20 minutes, il faut rentrer directement au cœur du sujet. Aujourd'hui, on va aller directement au sujet qui est l'appel d'offres qui a été lancé il y a quelques semaines de la part de la DINUM. La vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si l'État doit systématiquement faire ou si l'État doit acheter. Donc ça fait le lien avec la question de la commande publique. Or, on voit bien que dans les derniers appels d'offres de la DINUM, il y a une volonté de pouvoir être accompagné pour faire, et pour faire à la place du secteur privé qui, lui, sait déjà faire. Or, ce n'était pas l'esprit dans lequel devait se positionner l'État. C'est-à-dire qu'il y avait la question des startups d'État, mais elles ne devaient pas être en concurrence avec le secteur privé. Or là, on voit bien aujourd'hui que dans les appels d'offres de la DINUM, notamment sur les suites collaboratives, nous avons une volonté de la part de la DINUM de faire à la place des acteurs du privé, ce qui est un contresens, surtout dans le cadre budgétaire dans lequel nous sommes. Parce que fabriquer à la place du privé, ça coûte d'abord cher pour fabriquer. Ensuite, il faut pouvoir maintenir les systèmes. Et donc, ça veut dire qu'on rend récurrent un besoin budgétaire dans un moment où on voit bien que l'État doit se serrer la ceinture. Et se serrer la ceinture, ça veut dire, c'est pas simplement couper dans les budgets, c'est aussi se reposer la question de ses propres missions. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une volonté d'un certain nombre de parties de l'État de justifier de leur existence par ce type
type d'action, ce qui aujourd'hui, moi, me pose un certain nombre de questions. Autre sujet d'énervement qui est un peu lié à ce qui s'est passé avec la DINUM et cet appel d'offres, c'est la question de la commande publique directe par l'UGAP. Vous en avez parlé, on en a parlé avec les sénateurs, on est très alignés avec les sénateurs sur ce sujet-là. C'est peut-être un des sujets sur lesquels vous avez et le Sénat et l'Assemblée d'accord, et au sein de l'Assemblée, tous les partis politiques qui sont présents, qui sont d'accord. C'est quand même à noter dans le contexte politique actuel. Avec les sénateurs, la question de l'UGAP et de la prescription des achats au sein de l'UGAP pose un problème. Et quand on regarde nuagepublic.fr et les conférences qu'ils ont annoncé faire, notamment avec AWS, dans les prochaines heures, ça pose un véritable problème et ça ne répond pas à la question que Jean-Noël de Galzin a posée tout à l'heure, qui est: est-ce qu'on est cap aujourd'hui de pouvoir faire de la commande publique vers des entreprises françaises et européennes? Parce que promouvoir AWS dans le contexte géopolitique actuel, moi, ça me pose quand même un vrai problème. Il y a une possibilité pour les Américains d'avoir un kill switch sur un certain nombre de technologies, dont les technologies numériques. Aujourd'hui, ne pas se poser la question de cette problématique et de l'intégration dans les services de l'État et dans les services informatiques de l'État ou des collectivités, ça me pose une véritable question. Alain, je le disais en introduction, vous êtes CEO et fondateur de Genspot, une plateforme collaborative. Comment est-ce que vous analysez de votre côté justement ce que vient d'expliquer Philippe Latombe, c'est-à-dire qu'on a une DINUM notamment qui prend le rôle de faiseur. Aujourd'hui, on a une offre qui existe et Jean-Noël et vous-même en représentez une partie. Quelle lecture vous en faites de votre côté ? Enfin, bonjour à tous. On en fait une lecture, on est assez abasourdi quand même par ces décisions, parce qu'effectivement, avant contre-courant complet, justement, du sens de l'histoire. La souveraineté numérique d'un côté, le fait que l'État soit exemplaire, que justement ces achats publics permettent de faire grandir la filière, c'est ce que répètent à longueur de journée les décideurs politiques. Et puis après, quand on passe à l'acte, tout d'un coup, on a la DINUM qui va effectivement passer une commande, en particulier à des ESN, c'est-à-dire du développement pour tout refaire. Donc c'est non seulement légalement discutable, parce que il ne faut pas oublier que la DGE avait d'ailleurs fait un magnifique appel à projet France 2030 pour faire grandir les suites déjà existantes. Donc il y en a 3 qui avaient obtenu des financements assez conséquents, plusieurs dizaines de millions. Donc l'État, d'un côté, finançait effectivement cette filière qui est en pleine croissance, prouvant aussi qu'il y a des acteurs qui le font. Donc, je rappelle, il y avait un consortium de WIMI, Hexagone, et puis celui de Genspot, dans lequel, d'ailleurs, on est également associé avec Walix. Et donc là, l'État, elle est dans la bonne direction. Et tout d'un coup, il change complètement parce qu'il y a des fonctionnaires qui décident. C'est vrai que c'est sympa de fabriquer du logiciel, mais enfin, en attendant, à plusieurs centaines de millions d'euros, est-ce que c'est vraiment un jeu de donner de l'argent public qui, entre guillemets, peut être jeté par les fenêtres? Donc aujourd'hui, c'est un vrai sujet et on est assez surpris de ça. Donc on attend effectivement un mouvement de l'État. J'ai envie de dire l'État s'il était présent. Est-ce que c'est, encore une question pour vous, Alain, est-ce que vous avez les bons interlocuteurs au niveau de l'État? Est-ce que vous êtes suffisamment visible? C'est peut-être une question pour Jean-Noël également. Est-ce que vous êtes suffisamment visible aujourd'hui, justement, pour qu'au niveau de l'État, on se rende compte que ces briques technologiques, elles existent, elles sont déployées, elles sont fonctionnelles? Alain et puis Jean-Noël. Moi, je pense que oui, je pense que l'État est à l'écoute. Je pense qu'on n'a jamais eu autant de gens qui sont intéressés à l'idée de travailler ensemble. C'est ce qui a rendu c'est ce qui a créé une sorte de surprise autour de ça. On a d'ailleurs échangé avec Stéphanie Chaher, et je pense que Stéphanie Chaher, donc la directrice de la DINUM, elle est ouverte à travailler ensemble. Ce qu'il y a, c'est que sur la méthode, c'est ce qu'on essaye de se dire aujourd'hui. Lorsqu'on prend des décisions sur des sujets qui sont quand même des sujets clés. On parle de la souveraineté, mais c'est aussi sur le plan économique. Et c'est aussi des sujets clés sur le plan industriel. Je parlais de toute une génération d'entreprises. Aujourd'hui, vous avez 30-35 entreprises qui commencent à devenir des ETI ou des pré-ETI en France. Un certain nombre dans nos domaines de la technologie cyber. C'est pareil dans le cloud, dans tous ces domaines. Si elles n'ont pas de marché, ces entreprises-là, elles ne pourront pas grandir. Donc quand on voit arriver une telle décision, au-delà de 500 millions d'euros, enfin, ou entre 500 millions d'euros et 1 milliard d'euros, ça devient des quantités industrielles, on pense qu'aujourd'hui, il faut peut-être passer à une autre façon de travailler ensemble, et en partenariat public-privé.
Et il y a des gens, j'en parlais par exemple avec Florent Kirchner, du secrétaire du SGPI, ou avec d'autres personnes qui sont favorables à ce que, eh bien, on puisse avoir un pilotage différent lorsqu'il y a ce type de projet, pour que ce soit des projets publics, privés, dans lesquels chacun a son rôle. Ceux qui développent des solutions, et ceux qui les mettent en place conduisent ces chantiers et vont former, sensibiliser, aider, accompagner à passer à l'échelle. On a chacun notre rôle dans ce type de chantier pour créer un cercle vertueux. L'industrie, pour grandir, a besoin de chantiers, de projets et de commandes. En quoi la démarche française se distingue-t-elle de ce qu'on a vu et de ce qu'on voit en Allemagne, qui notamment s'appuie sur de l'open source pour développer une partie de ces briques? Alain? Alors, le modèle allemand, d'ailleurs, j'avais fait un article cet été qui a été pas mal repris justement sur ce sujet dans les Échos, qui est dans une logique totalement différente, parce qu'effectivement ils soutiennent leur filière. Avant d'avoir une logique seulement open source, c'est vrai que c'est une des teintes de ça, mais c'est qu'ils ont mis un opérateur, l'équivalent de la Dinum s'appelle le Zen10, mais qui en fait a mis des opérateurs et des boîtes privées, les a mis ensemble, et surtout on assure l'intégration, a financé aussi l'intégration des acteurs pour faire une suite complète, et finance également le fait d'aller faire la tournée alors de tous les donneurs d'ordre plutôt publics, on est d'accord, c'est une suite qui a une finalité plutôt publique, donc des landers, des villes, etc., pour proposer cette suite et faire en sorte qu'il y ait un marché donc, de commandes qui se mettent en place. Donc là on voit bien la logique, alors c'est pas non plus le paradis, puisqu'il y a d'autres sujets en Allemagne qui se posent, mais c'est quand même une approche qui pour le coup est très 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 logique par rapport à ça. Donc on n'est pas dans le, on est dans le buy it, on achète, on construit la filière, on la fait grandir. L'État est justement permet d'actionner ça, plutôt que d'être justement rentré en compétition comme ce qu'on fait en France avec la Dinum. Donc là, effectivement, le modèle allemand, je pense qu'il ouvre un peu cette logique partenariat public-privé et comment on peut justement faire grandir un écosystème. C'est vraiment un bon exemple. Philippe, est-ce que c'est un modèle qui peut inspirer et qui doit inspirer en France ? C'est un modèle qui doit permettre d'inspirer en France. On doit d'abord regarder ce que nous avons besoin de faire. Et là, je suis un léger désaccord avec Jean-Noël de Guelzin, c'est que je pense qu'il y a une volonté politique affichée à un moment, et ça ne se traduit pas complètement dans les appels d'offres et dans l'exécution. Et donc on a aujourd'hui un vrai problème de pouvoir politique d'un ministre sur son administration pour déclencher les choses. Je donne toujours le même exemple, mais il est assez frappant. Le ministère de l'Éducation nationale, quasiment le même jour, à la même heure, a envoyé un courrier à tous les recteurs pour rappeler qu'il fallait promouvoir des solutions agnostiques pour les élèves dans chacun des rectorats. Donc en fait, de ne pas utiliser les suites d'AWS ou de Google ou de Microsoft, et plutôt privilégier l'open source ou autre chose. Et le même jour, à la même heure, nous avions un appel d'offres qui était remporté par Microsoft au sein de l'Éducation nationale pour équiper les postes de travail des fonctionnaires du ministère. On a une vraie question aujourd'hui de cohérence de politique. Et chaque ministère fonctionne en silo. Le vrai rôle de la Dinum devrait être de coordonner tout ça. Et pas de faire à la place d'eux. C'est simplement de dire à chaque DSI de chaque ministère, ben voilà la doctrine de l'État, vous devez l'appliquer. Et on voit bien que pour le cloud de confiance, c'est aussi le même problème. On a toujours le véritable souci. Alors ça a un tout petit peu évolué cet été avec le Health Data Hub, enfin la plateforme des données de santé qui a fait un nouvel appel d'offres. Enfin, on n'arrive pas à les faire bouger. C'est extraordinairement compliqué. Et on voit bien qu'on leur demande depuis des années une réversibilité. Ils n'ont pas engagé le travail. Donc il y a un vrai problème de transformer l'incantation politique en application sur l'administration. Et c'est vrai que le contexte politique aujourd'hui n'aide pas, parce que quand on est ministre de la Santé et qu'on est le 7e ministre de la Santé en 18 mois, c'est compliqué d'aller expliquer à la plateforme des données de santé ce qu'on veut vraiment faire. Elle vous regarde, elle vous dit, vous êtes là pour combien de temps? 2 semaines, 3 semaines, 3 mois? M'en fiche, on va voir plus tard. Parce que moi, j'ai besoin de délivrer. Et avec des grands mots, on nous dit, bah, moi, j'ai besoin de délivrer. Vous vous rendez compte, c'est pas si simple. Il faut que je commence à réfléchir. C'est un projet de plusieurs mois. Et donc, on enfume un peu tout le monde et on prend pas de décision. Et ça, aujourd'hui, c'est un peu gênant. Et donc, c'est pas que taper sur la Dinum pour la Dinum, mais c'est peut-être recentrer le rôle, redéfinir les missions de l'État, redéfinir les missions des services de l'État. Et ensuite, on pourra s'inspirer de ce que font les Allemands. Voilà. Mais tant qu'on n'a pas dit exactement quelles sont les missions de tous les opérateurs de l'État, ça marchera pas.
Alain, vous avez collecté plusieurs chiffres ces derniers mois sur la filière française des outils de collaboration. Est-ce que vous pouvez en partager quelques-uns avec nous aujourd'hui ? Oui, parce que c'est intéressant justement de commencer à avoir un peu cette filière. Donc je rappelle la filière numérique, 25 milliards d'euros, 6 milliards d'euros de R&D quand même par an hein, sur la filière complète. Hein. Aujourd'hui, il y a 83% de parts vers le marché US, hein, me rappelait Michel Paulin dans l'oreillette. Et donc ça veut dire qu'il ne reste que le reste pour l'Europe et la Chine, par exemple. Hein. Si on flèche 5% seulement de cette commande, ça fait un doublement de la croissance des acteurs. Ça, je crois qu'il faut avoir en tête aussi ce que ça veut dire, et c'est ce que disait Jean-Noël en introduction. Et si on zoom sur la filière collaborative, on est sur 200 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui. Ça fait plus de 1600 employés, 35 millions pour la partie open source. Donc là aussi, l'open source n'est pas l'alpha et l'oméga, il représente que 35 millions sur 200 millions. Donc il faut rappeler aussi que la politique, c'est quand même d'abord une politique privée. Et si on regarde en termes donc la valeur, elle est plutôt sur le déploiement, le cloud, le SaaS. Hein, il faut avoir ça aussi en tête, parce qu'on a une signe, Latinum est parti sur l'idée que l'open source allait sauver le monde, surtout si en plus c'était fait par des fonctionnaires, donc on est un modèle soviétique, hein, un modèle d'achat public, hein, la LADA. Bon. Et si on regarde ensuite sur ce qu'il y a aujourd'hui, il faut aussi dépasser les préjugés qu'on peut avoir. Je vais prendre des exemples, hein, parce que le nombre de déploiements, les acteurs sont très nombreux justement autour des outils collaboratifs, hein, quand même 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça commence à peser. Et les déploiements à plus de 100 000 utilisateurs, on en a plusieurs. Je vais en prendre certains de mes confrères. Il y a Exoplatform, par exemple, qui s'est déployé sur toute la région Occitanie. On a par exemple Jalios, qui est déployé à la DGFIP, plus de 110 000 personnes d'ailleurs, parce que justement, il y avait un débat hier, il disait ah non, 120 000, 110 000, donc on est sur des très gros volumes. Nous, par exemple, on est déployé à plus de 80 000 utilisateurs à la CNAM. Quand les gens ils arrivent le matin, ils arrivent sur Genspot. Donc, il faut aussi avoir en tête qu'on est at scale. C'est des boîtes aujourd'hui qui ont fêté pour certains 10, 15, 20 ans, donc ça veut dire que ce n'est pas des perdreaux de l'année. Ça veut dire que on a survécu aussi à des cycles économiques qui n'étaient pas toujours favorables. Donc on a une capacité de résilience, on a une capacité technologique, on a une capacité aussi, vous voyez, je parle moi de mes confrères, de travailler, et il y a le comité stratégique de filière qui s'est mis en place, qui fait que maintenant on travaille ensemble pour justement coordonner nos offres, travailler sur l'interopérabilité. Donc je veux dire, il y a une filière qui est devenue tout à fait sérieuse par rapport à ça. Alors qu'on vit encore dans l'idée que, ce que tu as dit Jean-Noël en intro, on n'aurait pas le niveau, on ne serait pas présent, etc. Et ça par contre, il faut effectivement le débunker, sans doute, parce qu'on met du temps à changer l'image qu'on a des fois sur ces petits-enfants qu'on voit toujours petits alors qu'en fait ils sont devenus grands. Donc sur la filière de collaborative, c'est clairement le cas. Une dernière question, peut-être encore pour Philippe et puis pour Alain. Comment est-ce qu'on peut, justement, vous en avez parlé tous les trois déjà, hein, mais comment est-ce qu'on peut s'assurer aujourd'hui que la commande dans son ensemble soutienne vraiment l'effort de l'écosystème, l'effort que l'écosystème consacre à grandir, qu'il a consacré ces 20 dernières années? Comment est-ce qu'on s'assure que cette commande soit vraiment un soutien pour cet écosystème? Peut-être, allez, Philippe, et puis tous les trois, Philippe, Alain, et puis Jean-Noël. Très clairement, aujourd'hui, le rapport de Simon Huisna et de Danny Whiteblade a fait des préconisations qu'il faut qu'on suive. Et aujourd'hui, ce travail parlementaire, j'ai pas envie qu'il serve simplement à caler une porte et qu'on l'oublie. Il doit être mis en place. Il dit, par exemple, qu'il faut revoir la totalité du fonctionnement de l'UGAP. Très bien, posons les choses et faisons le travail. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut qu'on intègre aussi de façon un peu plus transverse dans l'intégralité des textes que nous votons et donc dans l'application. Et si je peux vous confier deux lectures, alors c'est en anglais, mais regardez l'executive order de Trump sur les 4 juges de la Cour pénale internationale et regardez ce qu'il prescrit comme obligation. Dites-vous que ça va arriver et que ça va pouvoir se faire pour des conflits commerciaux avec des entreprises américaines un jour ou l'autre. Et deuxième lecture, regardez ce que le gouvernement américain est en train de préparer concernant les puces IA de chez NVIDIA notamment, dans lequel il demande à NVIDIA d'être sûr de fournir l'intégralité du marché américain avant de commencer à pouvoir exporter. On est aujourd'hui dans une réflexion où il nous faut développer notre autonomie stratégique numérique. Ça a été dit par Jean-Noël. Il faut que ça soit quelque chose qui soit en filigrane de toutes les politiques publiques et qui soit intégré par toutes les administrations dans tous les ministères. Et c'est là où on a un rôle d'animation et de coordination, et c'est ce rôle-là que la DINUM devrait jouer, c'est ce rôle-là que l'UGAP devrait jouer, et pas simplement prescrire en tête de gondole des solutions américaines dont potentiellement, dans quelques mois ou quelques années, elles ne fonctionneront plus parce que nous serons en difficulté avec les États-Unis. Il ne faut pas considérer que ça
ça ne peut pas arriver. Ça peut arriver, surtout dans le fonctionnement actuel de la présidence américaine et dans le conflit que nous avons avec les Ukrainiens. Donc voilà, c'est quelque chose qui est en filigrane. Alors, pour moi, il y a des choses, justement, il faut passer au concret. Si on prend par exemple l'achat public, on a parlé de la DINUM, il y a un appel d'offres aujourd'hui qui est mal fléché, il faut juste le flécher vers les opérateurs. Voilà. Le mettre à plat et le refaire. Simple, un appel d'offres qu'on change. 700 millions de capacités qu'on obtient. C'est colossal. 2, l'UGAP, je suis entièrement d'accord avec toi, hein, Philippe, il faudrait mettre des éléments chiffrés à l'UGAP. Et pas juste dire il faut acheter souverain, c'est que le futur directeur de l'UGAP, parce que l'ancien aujourd'hui, c'est pas un sujet pour lui, hein, il vit très bien, il fait de la marge justement en vendant du Microsoft, il faut dire non, ça c'est fini, ce temps-là est fini. La facilité de vendre du Microsoft, parce que c'est facile en vrai de vendre le leader, toujours, c'est fini, on est là, vous êtes là, monsieur le directeur de l'UGAP, pour travailler pour les Français. Vous n'êtes pas là pour travailler pour votre facilité. Et donc, vous allez travailler justement pour augmenter cette souveraineté. Et on aura un indice. Aujourd'hui, c'est 3% peut-être. Il faut passer à 10%. Voilà. Vous avez 3 ans pour passer à 10% d'achat. Et voilà. Et on met à un moment donné de la pression managériale. Et c'est là où effectivement, il faut que le politique, il agisse. Sur ce point-là. Et le troisième pilier qui est aussi important, c'est le secteur privé, qui lui commence à comprendre, comme Patrick Pouyanné par exemple, qu'il faut passer à cette souveraineté. Donc il y a un travail par exemple, autour de l'indice de résilience numérique, là, qui est en train d'être, qui est poussé, pour que les acteurs privés prennent conscience et surtout aient des leviers par où prendre cette résilience numérique et quelque part apporter des achats souverains de proximité, comme Jean-Noël nous l'a bien engagé, parce qu'effectivement il faut des outils méthodologiques à ces niveaux de boîte. C'est pas juste on décide comme ça, il faut des méthodologies. Donc voilà les 3 mesures clés pour moi pour passer aux actes, sachant que le terreau est très fertile, tout le monde est d'accord et il y a les acteurs pour répondre. Donc maintenant il faut passer aux actes. Jean-Noël, très rapidement. Oui, non, je pense que je ne vais pas redire ce qui a été dit. D'abord, comment mesurer la souveraineté? Finalement, beaucoup d'acheteurs aujourd'hui disent voilà, j'ai beaucoup de priorités, j'ai beaucoup de choses à faire. Il faut m'indiquer ce que c'est que acheter souverain, c'est quoi la souveraineté numérique. Donc je pense qu'il faut faire de la souveraineté un critère d'achat. Et ensuite, il faut aussi prendre ses responsabilités. Quand certains acteurs ne respectent pas nos règles ouvertement, quand on pratique une optimisation fiscale mortifère, je le disais, pour notre modèle économique, tout ça, il faut que ça devienne un no-brainer. Nous n'en voulons pas. Aujourd'hui, est-ce qu'on veut continuer à abonder dans un système qui nous tue à petit feu? Je pense qu'il y a beaucoup de belles histoires qui se créent au quotidien. Vous allez voir toutes les sociétés qui sont là, en haut, dans la cyber, dans le cloud, dans tous ces domaines-là. Elles ont plein d'histoires clients, plein de success stories. Alain en rappelait certaines, parfois à l'échelle. Et donc, je pense qu'il faut franchir le cap, réellement. Et je pense qu'il faut avoir un désir de souveraineté concret, comme on a su le faire dans un certain nombre d'industries. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, dans l'industrie aéronautique, on a réussi à longueur de temps à créer un Rafale, qui est finalement un avion qui commence à s'exporter dans le monde entier et qui est un de nos fleurons aujourd'hui. On a des sociétés dans la défense, on a des sociétés dans un certain nombre de domaines, du luxe, dans la banque, dans l'industrie. On est très fort, on a des savoir-faire. Donc, il faut qu'on se fasse confiance, qu'on y croit. Et il faut se dire qu'on n'a pas besoin de redémarrer à zéro à chaque fois ou de confier son destin à quelqu'un qui peut tous les week-ends sortir avec une décision d'augmenter les taxes ou je ne sais quoi. Ça n'est pas ça dont on a besoin. Voilà, donc cap ou pas cap, je reviens à ça. La souveraineté numérique, c'est la volonté de la faire exister. Toute dernière phrase, Philippe Platon. Oui. Toute dernière. Souvenons-nous de VMware. Souvenons-nous de VMware. Pensons que ça va nous coûter beaucoup plus cher à terme de prendre des solutions dont nous ne maîtrisons pas les coûts. Ben ça, vous savez, moi je suis à la tête d'une société qui est au Magic Quadrant du Gartner, dans le domaine de l'IAM. Notre principal concurrent a été racheté cet été, c'est le plus gros deal de la cyber, 25 milliards par Palo Alto, qui est le leader de la cybersécurité, du marché de la cyber, la plus grosse capitalisation au monde. Moi, c'est ce que je dis aux clients. Vous croyez que les 25 milliards d'euros, ils vont les récupérer comment? Ils vont les récupérer parce qu'à un moment donné, ils auront besoin d'augmenter les prix à un moment donné.
Cet effet plateforme, c'est l'effet dépendance. Donc moi je le dis, dans la cybersécurité, on a aussi besoin de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est du bon sens. Merci beaucoup, merci messieurs, je vous en prie, vous pouvez regagner vos places. Merci beaucoup. Bon, allez-y, par là, voilà.